Bonsoir. Bonsoir à ceux qui ont des croyances. Bonsoir à ceux qui ont des convictions. Bonsoir à ceux pour qui c'est très simple, je vais t'expliquer. Bonsoir à ceux qui ne comprennent pas comment il ne peut pas comprendre une chose aussi simple. Bonsoir aux simplificateurs, à ceux qui réduisent une personne à un seul aspect de sa personnalité, à ceux qui réduisent l'explication d'un phénomène à une ou deux causes bien trouvées. Bref, je crois avoir salué tout le monde, alors bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vous parlerai de pensée complexe. Plus encore, je réfléchirai, ou du moins je tenterai de vous soumettre quelques propositions afin de réfléchir à la question suivante: comment passer de la pensée complexe à l'action? Afin d'illustrer mon propos, autorisez-moi la métaphore suivante. Il en est de l'action comme d'un vol en avion. Celle-ci est réussie lorsqu'elle est bien préparée. En effet, un vol en avion comporte deux phases qui correspondent à celle de l'action, le décollage puis le vol en soi, mais également toute une phase en amont, qui est une phase de préparation. On effectue un certain nombre de contrôles, on vérifie que les taux de kérosène sont bons, contrôle les moteurs, et tout cela, tous ces contrôles, correspondent à cette phase avant l'action qui correspond à la pensée. Car comme nous le disait Edgar Morin, l'action est un art et son seul viatique est de bien penser. Alors qu'est-ce que bien penser? Pour Edgar Morin, vous vous en doutez, bien penser, c'est avant tout penser complexe. Comment complexifier votre pensée? Comment, partant de quelques croyances, quelques idées, parvenir à les complexifier? Complexifier sa pensée nécessite de résister à une tentation forte, une tentation simplificatrice qui est celle du réductionnisme. Le réductionnisme, c'est deux choses. Tout d'abord, réduire l'explication d'un phénomène ou la connaissance que vous avez d'une personne à une ou deux dimensions et ainsi développer une vision partielle, une vision unidimensionnelle. Un tel, par exemple, est comme ceci. Après tout, si nous avons des problèmes, c'est à cause de la croissance, explication exclusivement économique, ou d'autres exclusivement sociologiques, c'est à cause de tel groupe social. Réduire l'explication, la compréhension à une seule cause. Complexifier sa pensée consiste à dépasser cela, à aller chercher, explorer d'autres dimensions, à passer d'une vision unidimensionnelle à une pensée multidimensionnelle. Là où vous ne voyez, par exemple, pour expliquer la réussite ou non d'une entreprise, que des causes économiques, allez chercher des causes sociologiques, historiques, politiques. Là où vous n'expliquez une personne, un tel est comme ceci, comme cela, qu'avec des éléments psychologiques, allez chercher des éléments sociologiques, biologiques. Bref, enrichir votre pensée en partant à la quête d'autres dimensions possibles. Et ainsi, vous résisterez à ce premier réductionnisme qui est le fait de réduire à une seule dimension. Passer d'une pensée unidimensionnelle à une pensée multidimensionnelle. Le deuxième réductionnisme est celui de réduire une personne ou l'explication d'un phénomène à votre seul et unique point de vue. Le philosophe Alain nous disait « penser, c'est dire non ». Qui se contente de sa pensée ne pense plus rien. Ne vous contentez pas de votre point de vue. Il est insuffisant. Il fera de votre connaissance, de votre croyance, de votre compréhension et de votre pensée une affaire très partiale qui ne dépend que de votre parti pris, que de votre point de vue à vous. Complexifier sa pensée, avoir le souci de penser complexe, nécessite de partir à la quête d'autres points de vue possibles, d'autres façons de voir, d'envisager des phénomènes ou des personnes.
Je vous invite donc à passer d'une vision très unipoint de vue, d'un seul point de vue, à la pluralisation des points de vue, à la quête d'autres points de vue possibles. En faisant cela, vous résisterez donc à ce double réductionnisme, réduire vos connaissances, votre croyance, votre compréhension à une seule dimension, mais également le fait de la réduire à votre seul point de vue. Vous vous retrouverez alors avec un ensemble d'informations, un ensemble de connaissances, de points de vue, d'éléments, de connaissances qui vous permettront de mieux penser. Et tous ces éléments, il s'agira pour vous de les relier, de les tisser ensemble, ce qu'Edgar Morin appelle la reliance, le fait de relier des dimensions entre elles, des points de vue entre eux. Alors évidemment, au moment où je vous dis cela, la première tentation serait, avec tous ces points de vue, toutes ces dimensions, de tenter d'établir une synthèse, de chercher des complémentarités. En faisant cela, vous continueriez à simplifier. La complexification consiste à relier de manière dialogique, c'est-à-dire en tenant compte à la fois des complémentarités possibles, qui permettent d'établir des synthèses, mais tout en maintenant les antagonismes, les paradoxes insurmontables. Il est des points de vue, des dimensions qui ne se réconcilient pas, qui ne peuvent pas entretenir de relations de complémentarité. Et il faut les voir, les reconnaître. Et enfin, la pensée dialogique, c'est aussi de considérer le fait que certaines dimensions, certains points de vue peuvent être en concurrence, en lutte. Une dimension, la dimension sociologique ou politique, cherchant à prendre le dessus sur la dimension économique. Et il s'agit à chaque fois de les envisager. Relier de manière complexe, c'est donc relier en pensant à la fois les complémentarités, les paradoxes insurmontables, mais également les logiques de concurrence. Et en faisant cela, vous vous retrouverez face au phénomène de la complexité. Vous vous retrouverez bien incapable, si je vous demandais de parler d'un tel, en effectuant tout ce travail de complexification, vous seriez bien incapable de parler. Tout ce que vous sauriez dire, c'est que c'est très complexe. Alors que faire? Que dire? Paul Valéry nous disait que ce qui est simple est faux. Si vous étiez contenté de votre idée première, sans ce travail de complexification, vous auriez eu tort, vous seriez trompé. Ce qui est simple est faux. Ce qui est compliqué est inutilisable. Alors que faire? La première possibilité est d'abandonner, de vous résigner, de ne rien faire, de rester dans votre monde de pensée, de vous dire c'est de toute manière beaucoup trop complexe, ne faisons rien, ou pire, continuons à faire comme d'habitude. C'est la première possibilité, la possibilité des fatigués, des désespérés, des résignés. L'autre possibilité, et c'est celle que je vous propose, et non pas d'abandonner l'action, mais de la repenser. Non pas de vous dire que vous avez besoin de certitude pour agir, mais d'être capable d'agir malgré l'incertitude, et ainsi d'envisager vos actions comme des paris. Agir en tenant compte de la complexité, agir de manière complexe, c'est faire un pari, c'est faire le pari de l'action. Et toute action est un pari. Alors qu'entend-on par pari? Le pari est une décision. À un moment, vous avez tout un ensemble d'informations, de points de vue, de dimensions. Vous allez devoir choisir, décider, trancher. Il va falloir se mouiller, jouer sa peau, se lancer. C'est une décision modeste. Une décision modeste, car vous savez que vous ne pourrez pas tenir compte de tous les points de vue valides, car vous savez que vous ne pourrez pas prendre en compte toutes les dimensions qui pourtant sont pertinentes, car vous savez que vous ne savez pas tout. Grande maladie que de penser savoir quand on ne sait pas, cette illusion, l'illusion de savoir, de penser savoir. Tout cela, vous le savez, que l'incertitude demeure. Alors on reste modeste. Un pari est une décision modeste, politique. Vous choisissez, lorsque vous pariez, de favoriser un certain nombre de points de vue par rapport à d'autres, un certain nombre de dimensions politiques, économiques, sociales par rapport à d'autres. Et dès lors que vous choisissez de donner plus de pouvoir à une dimension plutôt qu'à une autre, à certains points de vue plutôt qu'à d'autres, alors votre décision devient un choix politique. Et toute décision est politique.
Tout pari est politique, toute action est politique. Il n'y a pas d'action neutre politiquement. Il n'y a pas de choix neutre ou apolitique. Toute action étant un pari, c'est à la fois une décision modeste, politique, mais le propre du pari, c'est qu'on ne l'émet que dans l'espoir de réussir. Ce que l'on veut, c'est que ça marche. Ce n'est pas un pari de cynique qui émet son pari et qui se dit « Oh, tant pis si ça ne marche pas ». Non, c'est un pari courageux. Et pour que ça marche, de la même manière qu'une fois en vol, une fois dans les airs, le pilote continue à rester vigilant, à rester prudent, à accueillir les informations, à les collecter. Pour que ça marche, il vous faudra continuer, durant le vol, à faire preuve de ce qu'Edgar Morin appelle la stratégie. L'action est un art. Son seul viatique est de bien penser. Lorsqu'il utilise la notion d'art, il renvoie à l'art de la stratégie. L'art de collecter des informations, l'art de lutter contre le hasard, l'art de saisir les opportunités qui se présentent à vous, l'art de faire preuve de créativité, l'art de continuer à penser en agissant, de continuer à penser de manière complexe tout en agissant, collecter d'autres points de vue sur ce qu'il se passe, collecter, identifier d'autres dimensions que vous n'auriez pas vues ou analysées. Voilà ce qu'est l'art de la stratégie, de l'action dans la complexité. Alors évidemment, tout cela implique une certaine dose de courage. Cela implique de lutter contre vos croyances faciles, contre vos préjugés, contre nos convictions un peu lâches, de lutter contre l'auto-justification, le mensonge à soi-même, cet orgueil, cet ego qui parfois nous empêche de voir. Cela implique de lutter et d'avoir le souci de lutter contre l'illusion, l'erreur, le mensonge, la fausseté. Tout cela implique d'être dans une lutte permanente. Et c'est dans cette lutte, et je crois profondément que dans cette lutte permanente, c'est dans cette lutte permanente que nous vivons, que nous sommes vivants. Comme nous le disait Victor Hugo, dans ces quelques vers qui me serviront de conclusion, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front, ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime, ceux qui marchent pensifs, ne restent pas assis tout en pensant, comme l'écrivait Michel Audiard, deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime, ceux dont le cœur est bon, modeste, responsable, courageux, ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins. Et avec le programme de complexification de la pensée, vos jours, croyez-moi, seront pleins. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent, mesdames et messieurs. Les autres, je les plains, car de son vague ennui, le néant les enivre. Et méfiez-vous du néant. Hannah Arendt nous disait, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Méfiez-vous de ce néant de la pensée, car de son vague ennui, le néant les enivre. Car le plus lourd fardeau, mesdames et messieurs, le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Merci.